Alors, bon, je ne devrais pas conclure. Étant donné que Michel vient de le faire de manière parfaite, au fond, je devrais me lever et dire, ça y est, vous l'avez entendu, cette conclusion, vous n'en aurez pas d'autre. Mais quand même, j'ai pris un peu de vin de Mariani grâce à notre amie Véronique, et donc ça m'a donné un peu de courage. Alors, comme tout orateur à qui on a confié la lourde tâche de présenter les conclusions d'un colloque très riche et très complexe, je vais commencer par la citation de Flaubert, que vous connaissez tous et que chacun attend. La bêtise est de conclure. Mais à peine ai-je fait cette citation qui a une valeur d'excuse, qu'il m'en vient une autre à l'esprit et que j'emprunte à Paul Valéry, dont nous a parlé un petit peu, mais pas assez, Michel Jarty. Et Paul Valéry disait « La bêtise n'est pas mon fort ». Paralysé par ces deux mises en garde contre la bêtise, je me risque à quelques phrases dont les meilleures, vous le verrez, sont empruntées aux communications des orateurs. Pour le reste, vous direz que ce sont les miennes. D'abord, une découverte à laquelle, je crois, chacun a été sensible. Il y a, je crois, ce qu'on peut appeler maintenant un iceberg Renac. Car, au fond, nous réunissons, pas moi, mais depuis 28 colloques ici à la Villa Kerylos, pour parler des Renac et de leur villa, pas uniquement des Renac uniquement, ça serait beaucoup, mais un bon nombre de ces colloques ont servi à découvrir et à montrer ce qu'était cette partie visible de l'iceberg Renac. Nous l'avons analysé, nous l'avons disséqué, nous l'avons admiré, mais ce n'était rien par rapport à la partie immergée qui brille au fond des eaux, et ces eaux un peu troubles du passé. Donc, nous avons vu des Renac philologues, des Renac historiens, des Renac politiques, des Renac bâtisseurs, et des Renac politiques, bien entendu, avec Joseph, mais nous avions oublié jusqu'ici, où nous n'avions pas traité l'homme, tout simplement. Et je crois qu'il était temps de le faire. Au fond, jusqu'ici, les arbres nous cachaient la forêt. Et nous avons commencé à nous en apercevoir pendant ces 2 jours. Vous savez aussi qu'un bon colloque est toujours une pierre d'attente pour avancer plus tard dans la construction d'un mausolée, de quelque chose de plus riche, de plus divers et de plus complexe. La première impression que j'en ai retirée moi-même, c'est l'immensité de l'accumulation non seulement de connaissances, mais d'expériences qui ont été déroulées et expliquées devant nous. Jacques Joanna a bien montré, par l'usage informatique des bandes de données, Percé, Justor et les autres, que rien que les chiffres étaient déjà extrêmement éloquents sur l'énormité de la production et de Joseph et de Salomon. On a peine à imaginer ce qu'aurait été la production de Salomon et de Théodore s'ils avaient connu M. Google. Heureusement, M. Google n'existait pas, sinon nous pourrions abandonner la partie. Mais là, nous sommes encore dans le domaine littéraire, philologique. Si nous y ajoutons la connaissance de la peinture, dont nous entrevoyons maintenant un pan plus important grâce à ce que nous a dit Hervé Duchesne, nous voyons que les connaissances de Salomon en particulier allaient très loin. On est toujours étonné de voir le temps que ces grands hommes de cabinet passaient aussi dans les collections, dans les musées et chez des collectionneurs privés auxquels il n'est pas toujours facile d'avoir accès. Nous le savons tous, quelquefois, on perd un temps considérable pour se faire ouvrir une villa et pour arriver à faire des photographies. Je me souviens, pour ma part, de la stupéfaction d'un grand historien de l'art qui est un de nos correspondants étrangers, Salvatore Settis, un Italien de Pise, et qui me disait à propos d'un petit tableau de Mantegna, ce tableau de Mantegna, on en connaissait l'existence par les textes, par Vasari, on ne l'avait jamais vu, et un jour, dans la revue archéologique, Salomon Renac le ressort et en donne une photographie. Stupeur de tout le monde. Où avait-il trouvé ça? Dans une collection privée, dans un vieux palais romain qui était fermé à tout le monde. Mais lui, Salomon, il le savait, il l'avait vu, il l'avait produit, on en a une photographie dans la revue archéologique, et puis le tableau a à nouveau disparu. Ça, c'est typique, je crois, de Salomon. Et encore une fois, les historiens de l'art d'aujourd'hui
tirent leur chapeau, si je puis dire, devant cette espèce de omniprésence de Reinach, de Salomon, un peu partout au cours de ses voyages, pour aller scruter dans les collections privées des pièces que personne ne connaissait. Cela nous amène à un deuxième point qui a été souligné par beaucoup d'intervenants, et là je répète ce qu'ils ont dit, c'est la variété de leurs centres d'intérêt. On l'a vu pour la peinture, et on l'a dit naturellement pour la musique et toutes les communications de Philippe Cattet ou de Christophe Corbier. Théodore, à partir de l'hymne delphique, a reconstruit tout un monde musical là où les épigraphistes ordinaires ne voyaient que des lettres grecques. C'est assez étonnant de voir, quand on voyait la photographie sur l'écran, de voir la très belle inscription en lettres grecques et de se dire, ça, c'est déjà de la musique que nous avons été incapables de comprendre au début et que les savants de l'époque ne comprenaient absolument pas. Il a fallu que nous ayons une sorte de Champollion de la musique grecque qu'a été Théodore Reinach. Et puis alors j'en arrive à une troisième idée pour aller vite et ne pas retenir votre attention trop longtemps, c'est que j'ai trouvé qu'il y avait chez ces Reinach une capacité à construire un système à chaque fois. Non pas à s'éparpiller sur une petite découverte, à la montrer au monde et à s'en réjouir. On a le sentiment que leur esprit est toujours prêt à généraliser et à construire un système général dans lequel ils vont pouvoir intégrer ce qu'ils ont trouvé, ce qui est une preuve d'intelligence, évidemment, ce qui est une preuve de neurones qui fonctionnent à plein et qui font les connexions. Je rappellerai, et Michel pourra en sourire, qu'autrefois, on donnait au concours de l'école normale une question de philosophie qui était système de l'esprit et esprit de système. Et il fallait disserter là-dessus. Eh bien, je crois qu'ils ont montré, les Reinach, en tout cas Salomon plus que les autres peut-être, qu'ils avaient la capacité de construire un système à partir de découvertes qu'ils avaient faites. Et que, par exemple, la musique grecque a ouvert un nouveau domaine de l'art grec en général, et qui était une histoire de la langue musicale. Et pourquoi ? Eh bien, parce que langue et musique se confondent à l'origine, et que Théodore l'a écrit d'ailleurs dans un article de la Revue des études grecques. Il répétait une phrase du grand Ampère, « Les langues commencent par être une musique et finissent par être une algèbre ». Eh bien, convaincu de cette espèce de longue évolution entre la musique et l'algèbre, en passant par les véritables langues, les Reinach, Théodore surtout, a construit un système où le plain chant, par exemple, n'est qu'une étape par rapport au reste de l'histoire de la musique et où la musique catholique est aussi une étape avant la psalmodie hébraïque et avant, je dirais, la polyphonie depuis Palestrina jusqu'à César Franck. Et dans ce système, la part de la Grèce est considérable. Pourquoi ? Parce que la Grèce et les Grecs ont été des créateurs de beauté. On en revient aussi à cette idée qui a été à peu près exprimée par tout le monde, créateur de beauté. Le moment grec de la civilisation pour les Reinach reste toujours un point d'attraction absolument indépassable. Et quand on retrouve de bonnes périodes de l'humanité, c'est parce qu'on est revenu à la clarté de la démocratie athénienne. Il y a un peu ça, je dirais, hier, il y a un peu ça dans la lumière grecque de Giraudoux, mais en ton un peu plus mineur et un peu plus en retrait. Et par exemple, pour parler un tout petit peu de Kérylos même, puisque nous y sommes, ce n'est pas tellement pour faire plaisir à Chamonard et à Pantrémoli que cette ville-là a cette allure grecque. C'est parce que c'est aussi un miracle grec, c'est une chose de beauté pour Théodore, et que la villa s'inscrit dans le sillage de la Grèce. Et je suis persuadé que Théodore, étant ici, voyait, comme il l'a dit, les Phédriades ici, même si ce sont des Phédriades, disons, un petit peu dans les nuages. Et il devait certainement y croire. Et donc, il a été, d'une certaine façon, un médiateur de la Grèce en construisant une villa comme la nôtre. Alors, j'en viens à mon quatrième et dernier point. Après l'immensité de leur culture, vous l'avez vu, après leur ouverture d'esprit toujours aux aguets, leur esprit de système, je dirais enfin alors la place de l'homme et de l'homme de toujours.
mais aussi l'homme qu'ils ont retrouvé à travers le temps. J'ai été très frappé, comme le disait Michel Zinc à l'instant, par ce que Agnès Rouvray nous disait des portraits du Fayoum. Bien sûr, c'est un coin de Pompéi égaré dans la vallée du Nil, comme il l'a dit, comme Adolphe l'a dit. Mais c'est aussi déjà une annonce d'un portrait de Manet. Et quand on les voyait sur l'écran, c'était stupéfiant de voir cette espèce de fondu enchaîné qui aurait pu s'opérer entre les uns et les autres. Et donc, on pourrait terminer, si on voulait, avec le mot de Michel Zinc hier, qui est un dialogue avec la modernité. On est toujours dans ce dialogue avec la modernité chez les Reynac. Alors, je voudrais finir, moi, par une citation que vous n'attendez pas, qui est un personnage qui n'a pas été cité une seule fois dans ces 2 jours, et c'est bien normal. C'est une citation de Claudel. Claudel était aussi un homme d'apparat, un ambassadeur, bien sûr, donc qui a eu affaire à quantité de grandes cérémonies où on a un col cassé, où on a un bicorne, où on a un uniforme. Mais c'était aussi quelqu'un, banalité que de le dire, d'une grande sensibilité et qu'il a montré tout au cours de sa vie. Mais il montrait que on pouvait être à la fois un homme officiel et avoir aussi un cœur. Un peu comme ces Reynac que nous avons vus sur l'écran, vous avez vu passer des quantités de portraits de Reynac qui sont extrêmement stricts, avec justement quelquefois le col cassé, mais en tout cas une tenue sévère, une tenue d'académicien quelquefois. Eh bien, il y avait aussi des hommes de cœur. Donc j'en viens à ma citation de Claudel, que je trouve magnifique. Un cœur dans une boîte à col cassé n'est pas un grand supplément de bagages, mais quel avantage pour l'éternité.